Mesdames, Messieurs, merci d'être venus. Et puis merci au Cercle Rousseau de me donner la parole. C'est très gentil. Les opérations d'influence occidentale, tel est le titre de ma conférence, parce que je pense que vous avez déjà entendu parler, peut-être un peu trop souvent, des opérations d'influence russes, chinoises ou iraniennes. Depuis que je suis arrivé aux forces terrestres, c'est-à-dire aux alentours de 2004, je suis arrivé aux forces terrestres, on m'a envoyé, enfin le commandant des forces terrestres m'a envoyé régulièrement à l'OTAN, et puis spécialement, et puis régulièrement auprès des Français et auprès des Norvégiens. Et une certaine année, il y avait un général Stoltz, vous pourrez le chercher sur Internet, c'est un général français qui me dit, parce qu'il m'avait déjà vu plusieurs fois à l'œuvre, il m'a dit, écoutez, on est en train de monter une cellule influence, et j'aimerais bien que vous soyez là-dedans. Alors j'ai dit, mais moi je viens du renseignement, je ne viens pas de l'influence. Je sais pas. Alors il m'a dit, écoutez, c'est justement, on veut un regard critique, on est en train de monter ça. Et ce groupement existe aujourd'hui, il est basé à Lyon, enfin dans la région de Lyon, et il est sous le commandement il est subordonné au commandement des opérations spéciales en France. Donc vous voyez que même à l'armée, on mène des opérations d'influence. Alors, je veux bien admettre que les Russes, par exemple, fassent des opérations de spoofing, c'est-à-dire du GPS jamming, ils brouillent les ondes pour le positionnement à l'encontre des avions de l'OTAN pour déstabiliser un peu les pilotes qui sont en limite du territoire russe. Je veux bien admettre que les Chinois mènent des manœuvres ou conduisent des manœuvres aéronavales pour intimider la population taïwanaise, pour influencer les élections, voire intimider l'autorité politico-militaire taïwanaise, mais je refuse d'admettre que les Chinois et les Russes ont le monopole des opérations d'influence. Je vous ai déjà dit pourquoi et je vais tenter de vous le démontrer. J'aurais même tendance à dire qu'ils en ont perdu la maîtrise. Il y a un livre que je vous conseille, c'est La guerre cognitive. C'est un livre malheureusement en allemand. Et il vous explique un petit peu tout ce qui se passe comme manœuvre d'influence au sein de l'OTAN. La guerre cognitive. Et déjà en 2015, les Anglais, parce que quand j'étais auprès des Français, notre instructeur était canadien, et puis là, en 2015, les Anglais, ils ont monté un groupement qui s'occupait uniquement de manipuler ou d'influencer sur Facebook, en 2015. Et à partir de 2021, ils étaient sur tous les réseaux. Voilà. Alors, il y a un commandement unifié, c'est Allied Command Transformation, ACT, Allied Command Transformation, basé à Norfolk. La Suisse a un représentant, une permanence à l'ACT. Il est nommé tous les 3 ans pour une durée de 3 ans. Et à ACT, lorsque vous allez sur le site, puis que vous tapez, par exemple, Countering Cognitive Warfare, c'est-à-dire les mesures défensives contre les mesures d'influence, eh bien, vous avez un libre accès, vous savez qui sont les menaces, les Russes, les Iraniens, les Chinois. Et puis, lorsque vous typez ou lorsque vous tapez sur le site d'ACT Cognitive Warfare, donc les mesures non plus défensives, mais offensives de l'OTAN, là, il vous faut un code d'accès. Blackout. Ça commence tout bêtement avec le conférencier. Je suis aussi dans le lot. Hein. Tous ceux qui vous font un exposé, essayez de vous poser des questions sur les liens du conférencier, ses liens personnels, ses liens conjugaux, ses liens familiaux, ses liens sociétaux. Sinon, vous risquez fort d'être influencé. Alors, je prends le cas de Nicolas Tenzer qui a écrit un livre, une espèce de gros pavé qui s'appelle « Notre guerre ». Il parle de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est peut-être votre guerre, mais en tout cas, ce n'est pas la mienne, donc ce n'est pas la nôtre.
Et puis lorsque vous grattez un petit peu, parce que chaque fois qu'il prend la parole en France sur LCI ou à BFM TV, on vous dit qu'il est enseignant à Sciences Po Paris. Alors Sciences Po Paris, c'est une grande référence en France, mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est qu'il travaille pour Desk Russie. Desk Russie, c'est un groupement de personnes qui sont contre la Russie de Poutine. Vous avez non seulement des Russes, vous avez des Ukrainiens, vous avez d'autres étrangers. Et puis, il a travaillé durant 5 ans pour le directoire de l'Institut Aspen. Cherchez une fois ce qu'est l'Institut Aspen, mais ça, il ne vous le dit pas. Et puis, il a rejoint le CEPA. Le CEPA, c'est un institut de recherche pro-OTAN. Et ce monsieur Tenser, il reçoit régulièrement des mandats. Alors, bien entendu, il arrive à nous faire des grands écrits dans le domaine demandé par l'OTAN. Alors, la Suisse, bien entendu, c'est une cible des opérations d'influence, puisque Mme Amerd, en son temps, avait dit que la Suisse est victime de campagnes de désinformation et d'autres activités d'influence. Elle le sait d'autant mieux qu'elle a utilisé l'astroturfing, j'ai mis une rapide définition de l'astroturfing, pour essayer d'influencer la population suisse, pour dire, vous voyez, il y a déjà 30% de gens qui sont pour une adhésion de la Suisse à l'OTAN, et puis, par contre, ceux qui sont pour une défense autonome, ils sont en train de perdre du terrain. Voilà. Et qui c'est qui a fait ce sondage? C'est l'Académie militaire de l'EPFZ, de l'École polytechnique fédérale de Zurich. On ne sait pas qui a été sondé. S'il y en a un de vous qui a été sondé, qu'il lève la main, avec son autorisation, bien sûr, je le prendrai en photo parce qu'il est collector. Et voilà, donc vous avez cette académie militaire qui nous a sorti ce sondage. On ne sait pas quand il a été fait, on ne sait pas combien de personnes ont été interrogées. Et puis vous avez un autre personnage important qui enseigne aussi à l'académie militaire de Zurich, c'est Markus Keup. Markus Keup, c'est un économiste allemand. Il est aussi artiste à ses heures. Parce que vous comprenez, en Suisse, personne n'enseigne l'économie. Il y a personne. Il faut absolument aller chercher en Allemagne un économiste. Alors on est allé chercher cet économiste. Et puis je vous laisse un peu lire ce qu'il écrit. Enfin, pour lui, il n'y a que les Russes qui mobilisent, parce qu'on ne trouve plus personne pour aller sur le front. Il y a plus de drones que de chars russes. Donc, la Russie, elle est condamnée à perdre. Ça fait depuis le 24 février 2022 qu'on dit que la Russie va perdre. Et puis, alors, la phrase qui tue, c'est « Certains soldats russes se déplacent en trottinette électrique sur la ligne de front ». Je ne sais pas où il a trouvé cette image, mais enfin, on peut le croire. C'est un petit peu comme l'affaire des fours crématoires mobiles de l'armée russe. C'est les Anglais qui nous ont vendu cette affaire, déjà au début du conflit, aux alentours du 24 février. Les Russes, l'armée russe, a des fours crématoires mobiles pour faire disparaître leurs propres morts. Parce que, bien entendu, dès que le premier mort reviendrait en Russie, eh bien, la population se retournerait contre Poutine. Puis ensuite, il y a eu l'affaire de Boutcha. Alors, je suis toujours en contact avec des généraux français qui me disent « Nous, on attend toujours le résultat officiel de cette enquête. » Bon. Mais enfin, dès qu'il y a eu l'affaire de Boutcha, la thèse anglaise a été vite retournée. Elle nous a dit « Ah non, non, il y a bel et bien des fours crématoires mobiles au sein de l'armée russe, mais c'est pour faire disparaître les victimes de crimes de guerre. » Donc la raison a été changée. Donc, et puis j'ai un de mes anciens subordonnés qui est allé à Kiev, qui a photographié des véhicules qui avaient été pris, parce qu'il y a une grande exposition, paraît-il, de véhicules russes qui ont été détruits. Il m'a dit, j'ai cherché en vain ces fours crématoires mobiles, il n'y en a pas un. Voilà, enfin bref. Alors Markus Keup, le problème, ce n'est pas ce qu'il raconte, c'est à qui il le dit. C'est celui qui forme les futurs officiers de carrière à Zurich. Alors, imaginez celui qui ne raconte pas ce genre de falaise, il est écarté. Hein. Après, on me demande pourquoi il y a de plus en plus d'officiers de carrière qui sont pour l'OTAN. Quand je vois ce personnage, je ne m'étonne pas. Je ne m'étonne pas.
Je prends maintenant le cas de Ralph Levin. Alors, Ralph Levin, il a dit certainement une chose qui est juste, c'est que la Suisse a toujours besoin d'une pression extérieure pour agir. Alors, s'il y a parmi vous un journaliste qui aurait la brillante idée d'écrire qu'un antisémite s'exprime devant le cercle Rousseau, je vous tranquillise, mon arrière-grand-mère s'appelait Salomé Wolf, un nom très catholique. Voilà. Il y a 3 cibles pour ces opérations d'influence sur la Suisse. Tout d'abord, la neutralité de la Suisse. Ensuite, il y a l'indépendance économique de la Suisse. Alors, ça a commencé avec le secret bancaire en 2009, on a abandonné ceci. Et puis, on a le fonds compensatoire de la VSA-IAPG, qui n'est plus géré par l'UBS, mais par une filiale allemande de State Street. State Street, c'est de la gestion d'actifs. Alors, on nous tranquillise. L'argent est toujours ici, il est simplement géré par une filiale allemande. Mais si les Américains décidaient pour une raison ou pour une autre, par exemple, en disant que c'est 40 milliards, il y a une assez grande partie qui a été dérobée, qui est le fruit d'un quelconque blanchiment, on ne verra pas les 40 milliards. Voilà. Ou si l'autorité politique américaine décide de ne plus verser cet argent ne va pas sortir des caisses de la filiale allemande, vous pouvez être sûr que l'argent ne sortira pas. Alors, c'était De Gaulle, je suis un fervent admirateur, déjà tout petit, parce que ma grand-mère, j'avais 2 grand-mères, et une était française, était une Lorraine, et puis elle m'a toujours élevé un petit peu dans cette admiration du général De Gaulle, même si je me prends parfois de bec avec certains généraux français qui me disent « Ah, mais tu oublies l'affaire de l'Algérie, d'accord. » Mais enfin, De Gaulle, voilà ce qu'il disait à propos de cette indépendance économique. Si l'on n'a pas d'indépendance économique, on ne peut pas avoir d'indépendance politique, et je le rejoins sur ce thème. L'autre cible, c'est la souveraineté de la Suisse. Alors, en octobre 24, on apprend que l'Office fédéral de la justice estimait à l'époque que c'était inutile d'aller demander à la population et au canton leur avis concernant les futurs accords. Heureusement qu'il y a eu une réaction, mais voilà. Peut-être une chose à dire, à préciser, c'est que si on signe ces accords, vous êtes citoyen, vous avez le droit de voter ce que vous voulez. La seule prétention de mes exposés, c'est d'éveiller en vous un esprit critique. Je ne veux nullement vous imposer mes idées ou mes convictions personnelles. Mais enfin, si on les signe, de 2030 à 2036, la Suisse va verser quelques 350 millions par an au fonds de cohésion, c'est-à-dire aux pays nécessiteux de l'Union européenne. Mais il ne faut quand même pas se fermer les yeux. Madame Ursula von der Leyen a déjà dit que ce fonds de compensation, qui s'élève à quelques 150 milliards, eh bien, sera versé pour atteindre les 800 milliards pour le réarmement de l'Europe. Donc, vous allez verser quelques 350 millions de francs suisses qui vont partir pour le réarmement de l'Europe. Alors, cette attaque contre la souveraineté de la Suisse, quand vous regardez l'image avant, eh bien, tout le monde connaît l'art de la guerre de Sun Tzu. Il y a un autre livre qu'il vous faut lire, c'est les 36 stratagèmes de Sun Tzu. Les 36 stratagèmes, ils sont applicables autant au niveau pour les guerres, c'est-à-dire dans le domaine militaire, que dans le domaine de l'économie. Lisez bien, c'est assez intéressant. Eh bien, ici, il s'agit de dissimuler une épée dans un sourire. C'est ma conviction personnelle, je ne vous l'impose pas. Maintenant, il y a 2 opérations suisses dites de contre-ingérence, c'est-à-dire on essaye de lutter contre les manœuvres d'influence. Alors, il y a cette initiative pour l'inscription de la neutralité et de ses modalités. Ce n'est pas l'inscription de la neutralité qui fait peur à nos autorités.
Parce que vous les preniez de gauche à droite ou de droite à gauche, ils sont tous pour la neutralité. Tous. Ce qui les embête, c'est les modalités, parce que vous avez la neutralité différenciée de Caspar Villiger, vous avez la neutralité différentielle, vous avez la neutralité coopérative, la neutralité active de Mme Calmiret. Enfin, chacun y va de sa petite définition, toujours en fonction un petit peu des pressions extérieures. Je vous renvoie à la citation de M. Ralph Levin. Et puis, je vous invite aussi à lire le blog de Suzette Sandeau qui s'appelle « Le grain de sable », inquiétante réponse du Conseil fédéral à l'initiative, pardon, il y a une faute d'orthographe, sur la neutralité. Bien. L'autre opération de contre-ingérence, c'est l'initiative Boussole, qui est contre une adhésion passive à l'Union européenne. Je vous laisserai lire un petit peu ce qui s'écrit. Les situations semblent évoluer dans le bon sens pour ceux qui veulent signer ces accords, que l'on signe ces accords. Je vous le dis tout de suite, si vous êtes pour une adhésion ou pour la signature des accords avec l'Union européenne, vous voterez oui, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, le moment venu, je dis bien le moment venu, un nouveau rapprochement avec l'OTAN, si vous voulez voir une adhésion à l'OTAN, votez oui, il n'y aura pas de problème. Mais si vous êtes contre, je vous le dis, la bataille, elle commence aujourd'hui. Pas 3 mois avant pas 3 mois avant les votations. Parce que les batailles perdues, elles se résument à 2 mots, c'est trop tard. Voilà. Alors, j'ai intitulé ceci les opérations d'information. Il y a 2 sortes d'opérations dans les manœuvres d'influence et les opérations d'information. On vise essentiellement la population. Et puis ensuite, vous avez les opérations dites psychologiques, c'est essentiellement l'adversaire que l'on vise. Alors, la propagande blanche, c'est essentiellement la propagande qui est en faveur des thèses du gouvernement ou du Parlement. Et puis ensuite, vous avez la propagande grise. On utilise les canaux de diffusion locaux pour faire avancer une thèse qui n'est pas acceptée encore par les gouvernants. Je prends l'exemple de John Bolton, qui a été invité par le JT, dans un JT, et John Bolton a dit « Je ne veux pas m'immiscer dans les affaires intérieures de la Suisse, mais je vous recommande fortement d'adhérer à l'OTAN. » Voilà. J'ai la citation, si vous voulez, après, je peux toujours vous la montrer. Ça, c'est ce qu'on appelle la propagande grise. Puis ensuite, il y a la propagande noire, c'est on infiltre. On infiltre des groupements, les travailleurs, les journalistes, et puis on crée de faux documents. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la propagande noire. Alors, j'ai pris quelques cas. Je n'ai pas pris les plus terribles, je n'ai pas pris les plus simples, j'en ai pris quelques-uns pour vous expliquer. On avait le contrôle des médias par Allen Dulles, qui dirigeait la CIA, et il avait fait monter l'opération Mockingbird, l'oiseau moqueur. Il s'agissait d'influencer les médias mainstream, alors qu'il y avait beaucoup de journalistes qui travaillaient dans le sens de la CIA. Alors, officiellement, cette opération s'est terminée en 1979, mais quand vous lisez le livre, malheureusement en allemand, vous vous apercevez que ça a duré en tout cas jusqu'en 1990. Autre cas de contrôle des médias, c'est l'OCCRP. C'est un groupement de journalistes qui contrôle ce qui se fait en matière de crimes organisés et de corruption, et puis ils sortent des documents là-dessus. Eh bien, on s'est rendu compte que l'OCCRP visait tous les États démocratiques ou dits démocratiques, voire les États autoritaires, mais en aucun cas les États-Unis. Alors bien entendu, à un moment donné, ça a fait jaser, et puis l'affaire est sortie. Ensuite, il y a un autre cas, c'est les Bulgares à l'époque qui voulaient adhérer à l'OTAN. Alors, ils n'ont rien trouvé de mieux que d'inventer un plan. Alors, je vous tranquillise, je ne parle ni le croate ni le serbe, mais ils ont vendu leur histoire, le plan Podkova, et ils ont dit, voilà,
Il est allé voir le ministre de la Défense allemand, Scharping, et dire on a découvert un plan de nettoyage ethnique. C'était un faux document. Et puis, qu'est-ce qui ne jouait pas? Qu'est-ce qui a attiré l'œil de ceux qui étaient un tant soit peu critiques? C'est que Podkova, c'est du croate, et les Serbes, eh bien, c'est Podkovica. Alors, je me suis bien entendu renseigné auprès de personnes qui parlent couramment ces deux langues, et il semblerait que ce soit exact. Podkovica, c'est fer à cheval en serbe. Malheureusement, les Bulgares ont vendu ceci sous le titre de Podkova. L'affaire Crypto-AG, vous avez dû en entendre parler, c'est cette célèbre firme à Zug qui vendait des machines à crypter, mais il y avait ce qu'on appelle une backdoor, c'est-à-dire que certains services de renseignement, comme les Suédois, les Allemands, les Américains, les Suisses, pouvaient avoir accès à la partie que les États à qui ils vendaient ces machines, eh bien, on pouvait découvrir ce qu'ils cherchaient à crypter. Alors, ça fait un grand scandale à l'époque. Je vous cite toujours, il y a toujours la source. Vous pourrez voir. Voilà, l'affaire Crypto-AG. C'est de nouveau les 36 stratagèmes de Sun Tzu sur lesquels je veux revenir, c'est changer la position de l'invité et de l'hôte. Ça, c'est aussi une affaire sensationnelle, vous avez certainement dû la lire. C'était Madame Fiona Scott Morton, une Américaine qui devait entrer dans la commission de la concurrence au sein de la Commission européenne. Mais malheureusement, l'affaire était non pas cousue de fil blanc, mais d'une corde, ce qui fait que cette dame a dû retirer sa candidature sous la pression politique qui s'est faite jour. Parce que, bien entendu, les Américains voulaient infiltrer la Commission européenne. La guerre aux espèces par la Banque centrale européenne. Ça, c'est aussi une affaire intéressante. C'est Madame Christine Lagarde, présidente de la BCE, qui nous dit qu'elle va sortir l'euro numérique, parce on a sorti l'identité numérique, maintenant on va sortir l'euro numérique. Le but de l'euro numérique, c'est soi-disant, bien entendu, c'est toujours pour des bonnes raisons, c'est pour lutter contre le blanchiment, contre la fraude, contre le trafic de stupéfiants. Donc les trafiquants de stupéfiants se feront certainement payer en euros numériques, puisqu'on peut le suivre. Alors, on vous dit, non, ne vous inquiétez pas, parce qu'on crée l'euro numérique, mais l'euro restera, et puis les cartes de crédit resteront. Fantastique. Mais à un moment donné, pour ceux qui connaissent un tant soit peu les manœuvres d'influence, on va nous dire, vous savez, les euros, c'est cher à produire, l'encre est chère, faire les pièces, c'est cher. En plus, les mesures de sécurité sur les billets, c'est encore plus cher. Donc, on va abandonner l'euro, puis on ne gardera plus que l'euro numérique et puis les cartes de crédit. Alors, voilà ce qui risque bien d'arriver. Alors, M. Juvin, entre autres, qui est un ancien député européen, a dit « Ah ben, ils veulent avancer, Mme Christine Lagarde veut faire ça pour fin 2025. » Bien entendu, Mme Lagarde, elle est tout de suite montée au créneau, elle a dit « Non, c'est pas du tout ça, j'en reste à 2027-2028. » Très bien, nous verrons bien ce qu'il en est. Si on pousse loin, comme les Chinois, on pourrait dire, écoutez, vous utilisez l'euro numérique, et puis, me semble, M. Cholet, que vous buvez beaucoup de Coca-Cola, mais vous savez que si vous souffrez du diabète, votre assurance maladie ne vous couvrira plus, M. Cholet. On sait, grâce à l'euro numérique, ce que vous achetez. Hein. Bon. Ensuite, il y a eu l'affaire Ice Derby. C'était l'histoire du patinage de vitesse. On a le TAS, c'est-à-dire le tribunal arbitral du sport. Eh bien, il y a un patineur qui est allé tout de suite saisir une cour ordinaire de l'Union européenne. Et puis, il a gagné la partie. On a pu sauter, lui, il a pu sauter la phase du TAS. Ça,
ça a comme résultat qu'on se pose en ce moment la question, enfin Mathieu Reb, que je connais personnellement, me dit moi, je n'ai pas envie de déplacer le TASS dans l'Union européenne, mais on y sera peut-être contraint sous la pression politique. Voilà. Vous voyez que le droit, ça peut évoluer plus rapidement qu'on le croit grâce à la pression politique. Alors, il y a aussi la censure. On a censuré un ressortissant américain, c'est Scott Ritter. Scott Ritter, c'était un expert en matière de... Il devait contrôler les armes de destruction massive en Irak. Malheureusement, il a dit une bêtise. Il a dit qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Ah, alors depuis ce jour, eh bien, M. Scott Ritter connaît plus que des ennuis. Alors, il a voulu partir à l'équivalent, je dis bien l'équivalent du VEF à Saint-Pétersbourg, et puis quand il était dans la salle d'attente, eh bien, il y a une équipe de garde-frontières, le Border Patrol, qui est venu vers lui, lui a retiré le passeport. Bien entendu, il s'est insurgé, mais il lui a dit non, il faut juste qu'on fasse quelques contrôles parce qu'il semble que votre passeport n'est pas en ordre. Et puis, vous savez que le 4e amendement est contre les mesures qui ne sont pas normales, qui ne sont pas en dehors d'un ordre administratif ou juridique. Il s'est insurgé, malheureusement, il n'a pas pu partir. Et puis quand le VEF, l'équivalent du VEF à Saint-Pétersbourg s'est terminé, eh bien, il a retrouvé son passeport. On lui a dit non, c'est une erreur de notre part, on s'excuse absolument. Voilà. Ensuite, il y a la publication d'un livre contre Trump. Alors, quand vous lisez ce livre, Régis Janté, c'est un journaliste qui habite en Géorgie et qui travaille pour Desk Russie. Tiens, Desk Russie. Et lui, pour lui, c'est très simple. Comme M. Poutine est un ancien agent du KGB, il a mis le FSB là-dessus, et puis ils ont alpagué Donald Trump, et maintenant c'est un agent du FSB. Et puis dernièrement, j'ai écouté, bien entendu, sur BFM TV, on avait ce général Yakovlev, qui était l'ancien vice-chef d'état-major de l'OTAN, qui nous dit « Je suis convaincu que Donald Trump est un agent du FSB. » C'est fantastique. Et puis maintenant, pourquoi est-ce que le Conseil fédéral a refusé de signer le TIAN? Le TIAN, c'est le traité d'interdiction des armes nucléaires. Nous n'avons pas d'armes nucléaires. Mais les Américains nous ont fait comprendre que ce serait une manœuvre, signer ce traité, ce serait mal vu aux États-Unis, à l'époque de Biden, hein, puisque vous avez le commandant des forces aériennes de l'époque de l'administration Biden. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on n'a pas signé ce TIAN? Parce qu'il y a un article 1 qui dit qu'on interdit le transit des armes nucléaires. Il y a en Europe quelques 140 bombes nucléaires tactiques qui sont disposées sur des bases connues. Vous pouvez regarder sur Internet, vous les trouverez. Il y en a notamment en Turquie. Il y a un seul avion qui peut transporter ces armes nucléaires tactiques, c'est le F-35. Alors, je vous laisse imaginer ce qui se passerait si on achète, pour finir, si on garde le F-35 et que les Américains nous disent écoutez, il vous faut assurer le transit des armes nucléaires tactiques à travers votre pays. Le fonds de compensation AVS, je vous l'ai dit, maintenant, je ne veux pas y revenir. Le seul danger, c'est qu'on peut bloquer ces fonds. Les State Street peut bloquer ces fonds à sa guise ou à la demande des autorités américaines. Voilà. Ensuite, vous avez le Passenger Name Record, c'est-à-dire que vous savez que, par exemple, si vous prenez un billet sur EasyJet pour vous rendre je ne sais où, on vous offre aussi, enfin, on vous met à disposition aussi la voiture, si vous voulez la voiture, on vous met aussi la chambre d'hôtel, il suffit de tout commander sur Internet. Eh bien, les compagnies aériennes, aujourd'hui, elles doivent déclarer tout ce que vous avez fait auprès de la compagnie. Sinon, les Américains vont vous retirer, à la compagnie qui refuse de donner vos identifiants, tout ce que vous avez commandé, on va leur retirer le droit d'atterrissage. Et puis, ce sera la fin de l'exemption de visa
pour des voyages professionnels et touristiques de moins de 90 jours. Voilà. Tout ceci, que ce soit l'euro numérique, que ce soit le Passenger Name Record, eh bien, c'est la stratégie de la connaissance. Ça, c'est une des 10 stratégies de manipulation de masse qu'a relevé Noam Chomsky. Bientôt, l'État vous connaîtra mieux que vous-même, puisqu'il aura en plus la mémoire de ce que vous avez fait ou des endroits où vous vous êtes rendu. Les Américains nous infligent aussi des amendes quand il le faut. Ça a été le cas notamment lorsqu'il y a eu un partage de code entre Swiss et United Airlines. Il fallait survoler l'Irak, mais pas en dessous d'une certaine altitude, ce qu'a pourtant fait Swiss à la demande de United Airlines. Eh bien, Swiss a été condamné, mais pas la compagnie américaine. Alors, les 4 maîtres des opérations d'influence, alors je vous l'ai dit, je veux bien admettre que les Russes aient été les premiers dans le domaine de la désinformation. Je veux bien admettre que les Chinois aient transformé ces opérations d'influence en un art. Mais si je prends aussi les Américains, je prends ce livre, eh bien, les Anglais, ils ont sectionné des câbles qui se trouvaient entre l'Allemagne et les États-Unis pour éviter que les Allemands fassent de la propagande auprès des Américains, pour être les seuls à informer, ils sont attaqués à ces câbles. Et comme par hasard, ces câbles, ils étaient à une profondeur beaucoup plus importante que les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Alors quand on me dit que les Russes sont les seuls à maîtriser la technologie pour détruire des câbles, laissez-moi rire. Vous avez un livre de David Colon qui s'appelle « La guerre de l'information », il sait ce dont il parle. Alors lui, c'est fantastique parce que c'est une simple opération d'information, son livre. Il vous traite quelques cas par des Américains, mais des vieux cas. Par contre, tout ce qui a trait aux États dits autoritaires, alors là, il y en a, c'est très actuel et il y en a de nombreux. Alors lui, il fait une différence entre les opérations d'influence menées par les Alliés, qui ciblent la France, ça c'est la bonne ingérence, et puis les autres, c'est de la mauvaise ingérence. Voilà. Les 5 vecteurs des opérations d'influence, c'est non seulement l'État, mais c'est surtout aujourd'hui les compagnies multinationales, surtout les ONG, opérations non gouvernementales, et puis les médias, bien sûr. Vous avez aussi les clubs d'influence. Alors, il y a le groupe Bilderberg. Alors, on savait que M. Pascal Couchepin avait été dans ce club, mais on apprend aussi que Mme Doris Leuthard, M. Uli Moher sont dans ce groupe de Bilderberg. Est-ce qu'ils sont toujours invités dans le groupe? C'est une autre question. Mais enfin, ils ont été dans ce groupe Bilderberg. Il y a aussi le groupe Dolder Club, qui s'est réuni pour la première fois au Dolder Grant, dans un grand hôtel 5 étoiles à Zurich. C'était tous les grands patrons de la Big Pharma, comme on dit, qui se réunissent. Maintenant, ils tournent, ils se réunissent, mais en tournant. Et puis, à l'VEF, alors je vous laisse suivre ce qui se passe actuellement concernant Klaus Schwab. Et puis, vous avez les Young Global Leaders, comme Macron, Attal, et puis le cercle Turgot. Mais la liste est beaucoup plus longue que ça, ce n'est pas une liste exhaustive. Voilà, vous avez Mme Christine Lagarde qui est dans le cercle Turgot. Ce sont tous des cercles d'influence. Puis vous avez aussi les étudiants. Alors là, vous avez un étudiant qui voulait voir Donald Trump élu pour la 2e fois, puis vous avez une démocrate, une étudiante démocrate. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a créé maintenant, il est PDG de Turning Point, soutient toujours Donald Trump. Eh bien, plutôt que de crier plus fort que Kirk, eh bien, elle a simplement montré son sein, et puis avec l'intelligence artificielle, les caméras qui filmaient Kirk, elles se sont toutes éteintes, donc il pouvait continuer à plaider dans le vide. À propos des étudiants, vous pouvez regarder aussi, je ne suis pas pro-palestinien, je ne suis pas pro-israélien, je regarde tout avec un certain regard critique, mais vous voyez qu'aux États-Unis, maintenant, on a la police qui est, on dira, voilée, comme les membres des forces d'action spéciales, et puis qui arrête
ces étudiants palestiniens. Alors, il y en a des milliers des étudiants qui sont pro-palestiniens. C'est impossible de les arrêter. Non, on va les arrêter en fonction d'une liste. Ça prend du temps, hein, trouver les arrogants, les meneurs, trouver les suiveurs. Et c'était basé sur l'université Evergreen. Entre 2015 et 2018, ces étudiants wokistes ont réussi à mettre à la porte tous les professeurs qui les dérangeaient. Voilà. Et puis c'est à partir de là qu'on a établi, c'est beaucoup plus fin que ça hein, aujourd'hui, le classement des étudiants. Enfin, voilà comment on agit pour arrêter ces manifestations. Vous avez les Chinois qui ont la théorie chinoise des trois guerres. Il y a la guerre psychologique, je vous l'ai dit, on cible l'adversaire. Puis il y a la guerre de l'opinion publique, avec les opérations d'information, on vise l'opinion publique. Soit pour renforcer, si c'est notre propre population, on va tout faire pour qu'elle soit en faveur des décisions gouvernementales. Si c'est la population de l'adversaire, on va tout faire pour qu'il fasse pression sur le gouvernement pour que ce gouvernement tombe. Puis la guerre du droit. Alors la guerre psychologique, je n'y reviens pas dans l'explication, mais il y avait l'AIPAC. L'AIPAC, vous verrez, vous pouvez chercher ce qu'est l'AIPAC. Ils ont mené une attaque, bien entendu, à l'époque contre Jean-Pascal Delamura, qui avait osé parler de chantage quand il s'est agi des fonds juifs en déshérence. C'était en 1996. Et puis il y a un journaliste qui a écrit un livre, Les conditions de la survie, qui lui a aussi dit que, véritablement, c'était les bons termes employés, et puis que le gouvernement suisse l'a lâché. Pierre Conessa, lui, il parle de Gaulle, il dit ah, les Israélites ou les Israéliens ont voulu faire la même chose avec le général de Gaulle en son temps, mais lui, il avait dit que je ne donnerai pas d'excuses, ça a été sa réaction, puisque tout ce qui a été décidé par Pétain, ce n'était pas les décisions de la France. Et puis, les journalistes ont cessé d'attaquer De Gaulle sur cette question. Ensuite, vous avez l'OTAN contre la Suisse. Alors lui, Alain Berset, vous voyez que je ne défends pas seulement Delamura qui était PLR, je défends aussi Alain Berset, socialiste. Lui, il avait osé parler de frénésie guerrière. Et tout le monde lui est tombé sur le dos, à part l'UDC. Mais c'était aussi une attaque contre notre pays. Et puis, je vais quand même vous lire, parce que Mme Keller-Souter, elle a osé défendre les propos ou certains propos, plus exactement, pas une partie des propos de J.D. Vance. Tout le monde lui est tombé sur le dos. J.D. Vance, le 14 février 2025, il nous dit « La liberté d'expression, je le crains, est en recul. Et dans un souci d'humour, chers amis, mais aussi dans un souci de vérité, je serai prêt à admettre que parfois, les voix les plus fortes en faveur de la censure ne viennent pas de l'Europe, mais de mon propre pays, donc les États-Unis, où l'administration précédente a menacé et intimidé les réseaux sociaux pour qu'ils censurent ce qu'elle appelait la désinformation. Car la menace qui m'inquiète le plus vis-à-vis de l'Europe n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est aucun autre acteur extérieur, c'est la menace de l'intérieur, le recul de l'Europe sur certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs partagées avec les États-Unis. Alors voilà ce qu'a osé soutenir comme propos Mme Keller-Souter. Bien entendu, c'était des propos contre l'Union européenne, et quand vous savez qui est avec elle, qui est pour une adhésion de la Suisse à l'Union européenne, vous comprenez pourquoi elle a été visée. Mais ce qui me frappe, ce que je trouve inadmissible, c'est qu'on nous parle de collégialité, on nous parle de solidarité. Ils ont tous lâché, ce gouvernement a toujours lâché celui qui a osé prendre la parole pour défendre son idée. Ensuite, guerre de l'information, je vous l'ai dit, on vise les opinions publiques. Eh bien, quand vous lisez cette phrase de Hermann Göring au procès de Nuremberg, vous trouvez un certain parallélisme avec les propos que tient Macron, que tient Merz, voire Kerstheimer, en Europe. Il suffit de dire qu'il y a un danger, puis la population, elle suit.
Alors on a reçu un tout ménage disant qu'il faut faire attention, il y a des dangers qui nous menacent, catastrophes. Voilà. Ça suit, on suit. La guerre pour l'opinion publique, il suffit d'abord d'alpaguer. Il faut ferrer le poisson. Alors, voilà les thèmes qui intéressent toujours la population. Alors, il suffit que vous trouviez les bonnes personnes, vous savez quel est son centre d'intérêt, vous l'alpaguez sur le domaine, et puis, vous pouvez continuer. Je vous l'ai dit, Noam Chomsky a listé 10 stratégies de manipulation de masse. Je vous ai parlé de la connaissance des individus mieux qu'ils se connaissent. Et puis, il y a aussi la distraction. Alors, on parle des JO, comme ça, pendant qu'on parle des JO, on ne parle pas de la dette de 3 300 milliards qu'a la France. L'OTAN et les opérations d'influence. Alors, il y a 2 organismes qui, je vous ai dit, les Américains, avec leur organisme, ACT. Et puis, il y a l'OTAN qui a 2 centres. Ils ont une trentaine de centres d'excellence. Et sur cette trentaine de centres d'excellence, il y en a 2 qui concernent les manœuvres d'influence. Il y a celle qu'on appelle Stratcom, je vous laisse lire un petit peu, qui est basée en Lettonie. Et puis, on fait de la diplomatie publique. Et puis, on mène aussi des opérations psychologiques depuis ce centre. Ça, c'est le premier des 2 centres. L'autre, maintenant, il y a l'Union européenne qui est venue se greffer sur ce centre d'excellence de l'OTAN. Maintenant, c'est un centre conjoint. C'est justement contrer les menaces hybrides. Alors, quels sont les thèmes? Je vous laisse lire un petit peu les thèmes. Les influences cognitives, j'en ai parlé, cette guerre cognitive. Voilà. Donc, ces 2 centres, eux, sont chargés de mener ces opérations d'influence sur les populations, sur les États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou qui sont hors OTAN. Les 3 phases de l'influence, c'est simple, on fait un récit, on fait un narratif, comme on dit, puis ensuite, on organise des structures tierces de validation, comme l'ARCOM en France. Dès que vous n'êtes pas dans la ligne voulue par le gouvernement, eh bien, on ferme votre truc, comme vos émissions, votre droit d'émettre, comme avec C8, et puis on brouille les médias de l'opposition. Voilà. 3 phases. Et puis pour ce qui est du récit, parce qu'il faut toujours être le premier, si jamais vous ne connaissez pas la loi de Brandolini, mieux vaut dire un mensonge en premier, parce qu'après, pour détruire le mensonge, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Donc il faut toujours être le premier à fournir le narratif. Alors, quand vous regardez ceci, nous ne voulons pas la guerre, nous OTAN. Le Russe, c'est l'agresseur. Poutine, c'est le diable. Notre cause, elle est noble, désintéressée. Seul l'ennemi commet des atrocités. L'ennemi utilise des armes illégales, bien entendu, armes à sous-munitions pour les Russes, mais quand on parle des armes au phosphore, des bombes au phosphore utilisées par les Américains, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Voilà ce qu'on vous répond. Nos pertes sont minimes, bien sûr. On sait que maintenant, il y a 500 000 Russes qu'on doit... Les Ukrainiens n'ont pas besoin d'hommes, ils ont ce qu'il faut. Et puis, on a les artistes et les intellectuels qui nous soutiennent. Hein. Bernard-Henri Lévy nous soutient. Je vous rappelle, pour la petite histoire, qu'il a été condamné par contumace en Tunisie pour 33 ans de prison. Donc, il a meilleur temps de ne pas prendre ses futures vacances en Tunisie. Et puis, notre cause est sacrée. Je vous rappelle aussi la célèbre image de la Sainte Vierge qui portait un javelin américain à Armentichard. Et puis, on remet tous ceux qui remettent ceci en cause, d'une manière ou d'une autre, partiellement ou totalement, eh bien, ce sont des complotistes. Les 3 phases, je le répète, il faut saturer le discours, à coup de narratif, à coup d'information, et puis on prend des postes stratégiques pour censurer, et puis, bien entendu, c'est difficile d'argumenter parfois, donc il vaut mieux dénigrer, soit si vous êtes puissant, c'est qu'on va vous diaboliser, puis si vous êtes relativement faible, peut-être comme Cholet, ben on va vous ridiculiser. Voilà. Combattre plutôt que débattre. C'est très simple, ou vous êtes dans le camp du bien, ou vous êtes dans le camp du mal. Choisissez votre camp.
La guerre par le droit. La guerre par le droit, je vous invite à écouter une fois Jean-Daniel Roure, qui a ouvert un centre sur la neutralité à Genève, qu'il est en train de monter ceci. C'est lui qui a mis en exergue le fait que les Israéliens parlent aujourd'hui du lawfare, la guerre par le droit. C'est véritablement eux qui mettent ceci en avant. Autre cas, la guerre par le droit, Madame Salomé Zourabichvili, qui était ambassadrice de France à Tbilissi, en Géorgie, qui est devenue, par miracle, grâce à son nom, je pense, elle est devenue géorgienne, et puis elle a dénoncé le fait que le gouvernement voulait introduire une loi qui était une décalque de la loi Poutine, c'est-à-dire la loi sur les agents de l'étranger. Si vous recevez plus de 20 ou 25% de votre salaire ou de fonds financiers pour faire vivre votre organisation, vous devez vous annoncer comme agent de l'étranger. Alors, en effet, si vous lisez ce livre, vous vous rendez compte que c'est une loi qui avait été instituée par Staline, la loi sur les agents de l'étranger. Mais, ce qu'on oublie de vous dire, c'est que ce monsieur, ce David Colomb, il dit « Ah, il faudrait qu'en France, on ait la même loi que les Américains », la célèbre FARA. Alors, c'est exactement ça. La seule différence, c'est que la loi américaine, contrairement à la loi géorgienne, ou on dira russe, eh bien, elle vous punit non seulement d'une amende, mais aussi de prison. Et puis, il n'y a pas que les organisations qui doivent s'annoncer comme agents de l'étranger, il y a aussi les personnes privées. Donc, dès que vous avez un salaire, vous devez vous annoncer. Si votre salaire dépend à plus de 20-25% qui proviennent de l'étranger. Je vous rappelle aussi que les Américains connaissent l'ASPA, c'est-à-dire que comme les Américains ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale, si la Cour pénale internationale punit quelqu'un qui est défendu par les États-Unis, le président des États-Unis peut envoyer l'armée pour aller libérer la personne qui a été arrêtée et condamnée par la CPI. Alors là, je prends un cas, c'est Henri Guénaud, on ne peut pas l'accuser de vouloir devenir président de la République, je crois qu'il a eu ce qu'il voulait, mais il dénonce un peu toutes les injustices aujourd'hui et il dit clairement que les États-Unis ne cessent de faire de la pression sur les États européens. Et puis, vous avez la Foreign Corrupt Practices Act. Eh bien, je vous invite aussi à lire le piège américain. On arrête une personne jusqu'au moment où on obtient la société entière. C'était le cas de Alstom, qui a été racheté par General Electric. Mais ça a commencé bêtement. On a arrêté Pierucci, puis on a mis la pression sur le bonhomme, jusqu'au moment où Alstom a été vendu, et là, on l'a libéré. Les commanditaires. Les commanditaires, il y a ceux qui disent que les commanditaires, c'est l'oligarchie financière internationale apatride. Ça, c'est Claude Janvier qui le prétend. Donc, vous voyez que State Street fait partie de cette oligarchie financière internationale apatride. Autre, c'est le complexe militaro-industriel qui pousse aux États-Unis. On a Jeffrey Sachs, si vous avez l'occasion d'écouter Jeffrey Sachs, il vous dit clairement que c'est le complexe militaro-industriel qui a voulu la guerre et qui veut la continuer, comme Raytheon, la firme Raytheon. Vous avez l'État profond. Alors faites attention quand vous dites l'État profond, j'entends toujours beaucoup de personnes me dire « Ah, l'État profond ». Alors l'État profond, David Colomb qui défend la thèse française, la thèse macroniste, il vous dit « Ah, c'est une notion qui a été inventée par les Turcs, puis qui a été développée par les Russes, bien sûr ». Alors faites très attention quand vous dites l'État profond. Et lorsque vous regardez Pierre-Alain Fridet, lui, il défend cette thèse du complexe militaro-industriel, il vous dit que Arma Suisse n'est plus contrôlé par le Conseil fédéral et qu'il pousse à l'achat du F-35, ou qui a poussé à l'achat du F-35. Mais pour danser cette danse de l'influence, il y a un influenceur
quel qu'il soit, puis à l'influencer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est si vous voulez continuer à être influencé ou si vous voulez développer un esprit critique. Alors, il y a une certaine résignation du peuple que je sens, j'arrive à la fin. Il y a une espèce de léthargie en France, et je reste convaincu qu'en Suisse, il y a encore une certaine léthargie, peut-être dû au fait que nous ne sommes pas des manifestants dans l'âme, mais il y a une espèce de résignation. Et j'ai longtemps cru que ces manœuvres d'influence n'avaient lieu qu'au niveau international, voire national, mais je me suis rendu compte récemment que même au niveau cantonal, il y a des manœuvres d'influence. J'ai assisté à une attaque contre Mme Valérie Ditely, le centre, Conseil d'État. Alors on a dit, Mme Valérie Ditely, elle a annulé une taxation de M. Bernard Nicot. N'étant pas millionnaire, je me suis dit, enfin un millionnaire qui se fait attraper, heureusement. Et puis ensuite, deuxième attaque contre Mme Valérie Ditely. Mme Valérie Ditely, vous savez, elle ne s'entendait pas du tout avec sa responsable de la fiscalité. Ça allait même jusqu'au harcèlement moral. Je me suis dit, pour une fois qu'une femme ose se regimber, et puis à gain de cause, ma fille cadette avait été aussi victime d'un harcèlement moral, alors je me suis dit, tant mieux, haro sur le baudet. Et ensuite, troisième attaque contre Mme Valérie Ditely, Mme Valérie Ditely devait 20 000 francs au PLR qu'elle n'a toujours pas remboursé, mais elle a promis qu'elle rembourserait. Je dis, non, elle a toujours pas, malgré le salaire qu'elle touche, elle n'a toujours pas versé les 20 000 francs. Je me dis, c'est quand même terrible. Et puis, je me suis dit, mais Boris, toi qui es assez critique, tu gobes un peu tout ça, et va voir chercher. Alors, je suis allé sur le site, sur le blog de Pascal Descaillets, qui s'appelle La Liberté. Lui, il est plus porté sur Genève, donc je n'ai rien trouvé. Puis après, je suis allé sur le blog de Mme Suzette Sandeau, PLR, de sensibilité du moins. Eh bien, j'ai eu la révélation. Je vous invite à lire le blog de Mme Suzette Sandeau concernant l'affaire Valérie Ditely. Je ne veux pas vous la raconter, parce que vous allez dire « vous avez détourné les propos ». Non, lisez le blog de Mme Suzette Sandeau concernant, qui s'appelle « Le grain de sable », puis vous lisez l'affaire Valérie Ditely, vous verrez que le regard doit être tourné. Il faut développer un esprit critique. Alors forcément que la raison de cette résignation du peuple, à mon avis, elle est à trouver dans ce livre de Julia de Funès, la petite fille de Funès, qui dit qu'on est tout de suite vu comme réactionnaire dès qu'on a un esprit critique. Il faut faire très attention. Voilà. Alors j'espère que je ne vous ai pas imposé mes idées. J'espère que j'ai, du moins, c'est mon objectif, d'avoir éveillé votre esprit critique concernant ces manœuvres d'influence qui peuvent prendre toutes les formes possibles et imaginables. Ce n'est pas que de la censure, vous l'aurez remarqué, mais il faut absolument garder un esprit critique. Même à propos de mes propres propos. Voilà, j'espère que d'avoir attiré votre attention, d'avoir éveillé votre esprit critique, comme je viens de le dire. Je vous remercie et je suis toujours ouvert aux questions.